disponible pour ce point d'échange. On a préféré vous réunir dans ce format-là, sachant qu'il y a eu un certain nombre de sollicitations assez légitimes en cette période. On va s'exprimer les uns à la suite des autres pour essayer de vous donner une image la plus précise possible de la situation actuelle. À la fois le docteur Rojo sur l'épidémiologie du département, le docteur Forestier sur la situation actuelle de notre établissement, le docteur Dalmont, qui est aussi directeur médical de crise, sur les décisions d'organisation qu'on a été amené à prendre depuis maintenant une quinzaine de jours, lorsqu'on s'était vu la dernière fois. Et puis je reviendrai un peu sur un certain nombre de questions d'actualité. Il y a deux messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui de manière assez simple. D'abord, une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble de la communauté hospitalière depuis maintenant plus de 15 jours, qui ne se dément pas, mais une mobilisation aujourd'hui qui fait face à une montée en charge du dispositif assez inédite, très clairement inédite par rapport à la première phase, très supérieure à ce qu'on a connu. Donc une vraie préoccupation aussi de la part de l'ensemble de nos équipes, et donc de l'anticipation pour essayer de faire face au mieux possible à la situation dans les 15 prochains jours. Voilà, donc à la fois une forte mobilisation, mais aussi une réelle préoccupation, et avec préoccupation dans laquelle chacun d'entre nous, non pas en tant que professionnel de santé, mais en tant que citoyen, a son rôle à jouer dans les prochaines semaines pour réussir à passer ce cap qui s'annonce d'ores et déjà très difficile. Peut-être pour illustrer sur les chiffres du département, docteur Rojo. Oui, merci. Donc la situation aujourd'hui est inquiétante et préoccupante. Je vous donne quelques points de repère. Au mois d'août, globalement, on avait 30 personnes qui se contaminaient en Savoie chaque semaine, avec un taux d'incidence qui était autour de 50. En octobre, on a commencé, début octobre, vers le 10 octobre, on a tiré le signal d'alarme. À l'époque, on avait un taux d'incidence qui était autour de 120-130 pour 100 000 habitants et par semaine. Et à l'époque, on avait 10 malades hospitalisés à l'hôpital en infectiologie, 3 malades en réanimation. Ça, c'était le 10 octobre. Aujourd'hui, on a un taux d'incidence qui est supérieur à 950, on est à 970, 980 sur les derniers chiffres, pour 100 000 habitants par semaine. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'aujourd'hui, 1% de la population de la Savoie, chaque semaine, se contamine par le Covid. Vous allez me dire, c'est bien, on va avoir une immunisation rapide. Mais si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il faut à peu près 1 an pour que la population savoyarde soit immunisée. Et on ne peut pas tenir avec le rythme et les impacts sur le plan sanitaire que ça veut dire derrière. Aujourd'hui, on a plus de 4000 personnes qui sont diagnostiquées positives chaque semaine en Savoie. Ça entraîne une surcharge du système de dépistage, ça entraîne une surcharge pour le contact tracing, et ça entraîne derrière une surcharge inquiétante pour le système hospitalier au sens large en Savoie. L'autre marqueur inquiétant, c'est la population de plus de 65 ans, qui est la population la plus grave, parce que vous savez que les gens qui vont mourir potentiellement ou qui vont être hospitalisés sont des gens en majorité qui ont plus de 65-70 ans. Aujourd'hui, avant on disait c'est les jeunes qui se contaminent, c'est pas très grave, ils feront pas de forme grave. C'est vrai, sauf que maintenant ça n'est plus la réalité. Aujourd'hui, les plus de 65 ans en Savoie, on a un taux d'incidence supérieur ou égal à celui de la population générale. C'est-à-dire qu'on est à plus de 1000 pour 100 000 habitants par semaine. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un impact majeur sur le côté hospitalier. Mais avant de laisser la parole au docteur Forestier sur l'impact hospitalier, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Pourquoi la Savoie est autant touchée ? Ça veut dire que le message, qui est redit depuis des mois et des mois, de respecter les mesures barrières, n'est pas respecté complètement. Ça veut dire que le confinement ou le couvre-feu tel qu'il était antérieurement n'a pas, pour l'instant, eu d'impact sur le plan épidémiologique. Le problème, c'est qu'on sait qu'il faut un peu de temps pour que ça ait un impact, mais nous, on reste inquiets en tant que soignants de voir qu'aujourd'hui, on est quand même dans un confinement qui est un confinement beaucoup plus léger et probablement moins respecté que celui qu'on avait au mois de mars, qui avait eu un impact majeur. Je vous donne une idée sur les chiffres de taux de reproduction de la maladie. Initialement, quand on ne fait rien, on a un taux de reproduction de la maladie de un R0 qui est à 3. Quand on a fait le confinement, on est passé à 0,6 de taux de reproduction de la maladie.
On est actuellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la plus touchée de France. On est à un taux de reproduction de la maladie qui est de 1,4 à 1,5. Avec le couvre-feu, avec le confinement, on espère que ça va amorcer la descente. On voit qu'il y a quand même déjà un certain impact du couvre-feu initial et maintenant du confinement sur Lyon et sur Grenoble, qui sont maintenant moins touchés que nous. Mais si on n'arrive pas à baisser en dessous de 1, on va rester dans des difficultés majeures sur lesquelles le système sanitaire, que ce soit la ville ou l'hôpital, risque d'être débordé. Et j'incite vraiment tout le monde à dire responsabilisez-vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un problème résiduel qu'on ne comprend pas complètement et qui est que la Savoie est aujourd'hui dans le top 4 des départements les plus touchés en France. Il y a la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Savoie et la Savoie qui sont aujourd'hui les 4 départements les plus touchés en France. Et on est 2 fois plus touché que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'il y a réellement un problème sur lequel je tire le signal d'alarme, on tire tous le signal d'alarme, et si on ne fait rien, les mesures vont forcément se durcir. On ne peut pas continuer comme ça. C'est le top 4 des départements d'Aura pour le moment. On est dans le top 4 national. Hein, on est dans les 4 départements les plus touchés en France. Et largement 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Bien, bonjour à tous. Les conséquences de cette augmentation du nombre de contaminations en ville font que la situation hospitalière est grave, voire critique. On est exactement là où on ne voulait pas arriver, et là où on ne pensait pas arriver. C'est parmi les scénarios de prédiction les plus noirs qui avaient pu être envisagés, qui est en train de se réaliser. Pour vous donner une idée des chiffres, on est aujourd'hui à 226 patients hospitalisés dans les services de médecine, chirurgie pour la maladie Covid, là où au pic on était à 95 au printemps. Donc on est déjà à plus de 2 fois plus de patients Covid hospitalisés. Si on inclut même les patients hospitalisés dans les soins de suite ou en HAD, c'est plus de 320 patients qui sont pris en charge sur le CHMS pour une maladie Covid. Des patients qui sont dans un état grave, qui sont parfois amenés à être en réanimation. Et la conséquence, c'est là aussi que nos capacités de réanimation sont en train d'être atteintes, bien qu'on les ait doublées. On est à 36 lits disponibles. On était jusqu'à aujourd'hui à 36 lits disponibles. On avait ce matin 34 patients hospitalisés, dont 25 patients pour une maladie Covid. Donc on arrive proche de la saturation de nos capacités hospitalières. Et cet état de fait, il est valable au CHMS bien sûr, mais dans tous les hôpitaux du territoire. La situation est exactement identique à Albertville, à Saint-Jean-de-Maurienne ou à Belay pour ce qui est de nos correspondants principaux. Donc vraiment, cette situation, ce à quoi on ne voulait pas arriver, c'était cette saturation du système hospitalier, et on en est proche. Donc je m'associe complètement à l'appel de mon collègue le docteur Rojo. Il faut absolument, et c'est vraiment la responsabilité de chacun d'entre nous, mettre fin, en tout cas ralentir urgemment cette évolution épidémiologique. Sinon, on ne pourra pas faire face à ce rythme-là bien longtemps. Quelles sont les adaptations d'organisation justement principales qu'on avait mis en œuvre, docteur Lallemand? Donc effectivement, comme vous le savez, nous avons déprogrammé l'ensemble des activités programmées chirurgicales, ambulatoires, médicales. Nous maintenons aujourd'hui là les activités essentiellement d'urgence et de carcinologie et toutes les situations où le patient pourrait perdre une chance, bien sûr. Nous maintenons pour l'instant les consultations, même si elles consomment des ressources médicales et paramédicales. Nous verrons s'il faut adapter, puisque nous avons besoin quand même de ressources humaines. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est la mobilisation sans précédent face à cette crise du personnel hospitalier, de l'administration, la logistique, la maintenance et le personnel soignant. Le personnel médical a été redéployé. Alors il y a un redéploiement au niveau de l'hôpital. Vous avez des chirurgiens qui vont s'occuper des patients Covid, donc qui ont un rôle de médecin, plus de chirurgien. J'ai même un chirurgien qui va faire des toilettes pour aider les aides-soignantes. Une cadre qui va remplacer une aide-soignante au pied levé. On redéploie le personnel. On a des médecins généralistes qui viennent nous aider pour prendre en charge les patients Covid.
Et bien sûr, on a aussi cette solidarité au niveau du département, puisque des infirmières viennent renforcer les équipes au niveau de la réanimation et les anesthésistes qui étaient au bloc viennent en réanimation aussi pour renforcer tout cela. Nous allons bientôt avoir, j'espère, au niveau paramédical, on l'espère vraiment, les élèves infirmières, les élèves aides-soignants qui vont pouvoir venir nous aider aussi. C'est important. Moi, j'ai qu'un message en fait. La première vague, vous nous avez aidés, vous avez bien respecté le confinement, vous nous avez fait plein de cadeaux. Le seul cadeau que je vous demande pour cette deuxième saison, le seul, protégez-vous, restez chez vous, respectez le confinement. Venez à l'hôpital si vous en avez besoin en urgence, ça, on est ouvert, mais sinon, restez chez vous. Peut-être quelques éléments complémentaires. Donc, vous l'avez compris, la situation effectivement elle est tendue. On n'est pas encore au point de rupture, hein, clairement au niveau hospitalier, mais on est dans un point de tension effectivement relativement fort, plus fort que ce qu'on avait connu la première fois. Les manières d'y répondre, parce qu'au-delà du constat, on essaye évidemment d'agir sur le territoire avec les médecins libéraux, avec surtout la coordination de l'ARS. Les manières d'agir, c'est d'abord de travailler sur le territoire, avec l'ensemble des établissements publics et privés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos capacités d'hospitalisation, on a encore de la place au CHMS, mais par prévention, on travaille aussi beaucoup plus activement avec notamment Medipôle pour transférer des patients au sein de Medipôle, même si initialement la vocation, c'est pas de faire de la médecine. Tout le monde doit jouer le jeu et tout le monde le joue. La même chose sur Albertville-Moutier, qui travaille plus particulièrement avec Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne, qui eux sont un peu moins touchés aujourd'hui en termes de patients pour le moment. Donc on essaie de répartir le poids, la charge sur tout le monde, parce qu'on sait que c'est une situation qui risque de durer quelques semaines à minima. Le deuxième point pour lequel on essaie de continuer à travailler sur la situation, c'est sur la réanimation. Donc, docteur Forestier vous l'a dit, on a d'habitude 18 lits de réanimation à ce moment-là. On est à 36 aujourd'hui, 41 lundi. Ça veut dire des mobilisations de ressources assez exceptionnelles parce qu'un lit de réanimation, c'est énormément de personnel derrière pour être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux soins de ces patients qui sont très lourds. Et on a pu compter sur déjà hier deux transferts de patients dans d'autres régions de France. Et aujourd'hui, 4 autres transferts sont organisés sous l'égide de l'ARS. Ces transferts se font avant qu'on soit dépassé, c'est-à-dire quand on a encore de la place, encore un peu, pour nous donner de la marge. Voilà. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la semaine prochaine, au niveau de la région Aura, c'est 200 transferts de patients qui sont prévus d'organiser. Et il y aura très vraisemblablement des patients chambériens, des patients savoyards, pris en charge dans notre réanimation, qui pourront être transférés dans d'autres réanimations pour s'assurer que la place soit toujours disponible pour accueillir les nouveaux patients. Donc c'est vrai que c'est une situation qu'on n'avait pas connue la première fois, on n'avait pas eu de transfert. Ces transferts, ils sont absolument nécessaires pour qu'on puisse continuer à faire face au cours, encore une fois, des prochaines semaines. Sur les capacités d'hospitalisation classiques, notre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment les professionnels de santé. On l'avait dit la dernière fois, effectivement, un absentéisme plus fort, du fait de la maladie, du fait de la fatigue aussi. Tout le monde se mobilise fortement et on arrive aujourd'hui à avoir des perspectives d'évolution. Mais ces perspectives, elles ne seront suffisantes qu'à partir du moment où, effectivement, comme le disait le docteur Rojo, comme le soulignait le docteur Dallemont et le docteur Forestier, à partir du moment où les effets du confinement seront vraiment là. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour les mesurer, puisqu'il faut 7 à 10 jours. Donc on espère, dès le début de semaine prochaine, voir un infléchissement. Et même s'il y a un infléchissement, la tension va rester forte encore pendant plusieurs jours. Donc vraiment, la mobilisation de tous est essentielle. Et je ne pourrais que reprendre l'image du docteur Dallemont. Le seul cadeau que vous pouvez faire à l'hôpital, le seul soutien que vous pouvez réellement apporter à l'hôpital, c'est effectivement de respecter l'ensemble des règles fixées par le confinement. Les professionnels de santé sont mobilisés pour l'ensemble de la Savoie. Et je mesure le poids des mots pour chacun d'entre nous au quotidien de cette mobilisation qui est sans faille depuis maintenant près de 3 semaines, 1 mois, et qui risque encore de durer quelques semaines. Pardon. Voilà pour les points qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions ou des... Ouais. Est-ce qu'il est envisageable que cette vague qui touche aujourd'hui la Savoie soit due à la surfréquentation de août, septembre, octobre dans le département ou pas? Je ne pense pas, parce que le décalage sur l'augmentation du nombre de cas s'est fait quand même de façon significative plutôt fin septembre. Et le mois d'août a été extrêmement calme. On avait 0 ou à peu près 0 malades hospitalisés au mois d'août. Et la période touristique a quand même été juillet-août, donc je ne pense pas qu'il y ait un impact.
On dit qu'il y a des soignants qui auraient le Covid et qui viennent quand même travailler. Vous confirmez? Alors, cette question, c'est une fausse polémique, puisque aujourd'hui, le Haut Conseil de la santé publique a émis des recommandations depuis très longtemps sur le statut des personnels et leur capacité, à partir du moment où ils sont asymptomatiques, donc des professionnels asymptomatiques, et s'il y en a besoin, et la situation aujourd'hui le nécessite, avec évidemment les protections qui vont bien. C'est le cas dans la quasi-totalité des hôpitaux de la région et dans beaucoup d'établissements en France. Vous recrutez du personnel? À tous les canaux aujourd'hui qu'on avait déjà activés la première fois, le recours aux bénévoles, le rappel des retraités, les recours aux IFSI notamment, aux élèves infirmiers, que ce soit le week-end ou on l'espère bientôt de manière un peu plus pérenne, sont aujourd'hui mis à contribution. On a pu aussi anticiper des recrutements médicaux, des personnes qui, au vu de la situation, ont anticipé leur venue, notamment en médecine, ce qui nous a permis d'avoir, depuis le début de cette semaine, 4 médecins supplémentaires pour prendre en charge les patients dans les unités de médecine. Sur les transferts des patients, il y en a eu 2 hier en direction de Charente-Maritime. Est-ce que vous pouvez repréciser les lieux d'accueil? C'était un seul et même hôpital, c'est l'hôpital de Saintes. Et les 4 d'aujourd'hui aussi? Non, ce serait à Nancy. Ce sera à Nancy. D'accord. Les régions, alors l'ARS le dirait bien mieux que moi, mais les régions sont sollicitées au fur et à mesure pour ne pas emboliser une région, mais plutôt répartir la charge sur l'ensemble des régions. Et l'Est de la France était la région hier qui était sollicitée. On a des informations sur des prochains transferts, vraisemblablement la semaine prochaine. On ne sait pas encore quelle est la région qui va être sollicitée. C'est au niveau national que ça se gère. Et l'Agence régionale de santé en charge ensuite de voir par rapport à la taux d'occupation des réanimations de chacun de nos établissements en région, lequel établissement est prioritaire. D'ailleurs, Chambéry, on avait accueilli il y a quelques semaines, non? On avait accueilli les patients de Lyon, effectivement, puisqu'on était dans une première phase à plutôt favoriser le transfert intra-région, puisqu'on n'était pas dans une situation de tension telle qu'on la connaît aujourd'hui. Maintenant qu'on est dans une situation de tension, il n'y a quasiment plus de transferts intra-région, c'est plutôt les transferts interrégionaux qui sont faits. Et vous avez dit que la Tarentaise et la Maurienne étaient moins concernées pour l'instant, ou c'est les hôpitaux qui sont moins concernés? C'est les hôpitaux qui aujourd'hui ont moins de cas qui sont, puisqu'on fait le point 2 fois par semaine avec l'ensemble des hôpitaux. Au dernier point d'hier, il y avait une tension moins forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cas, ça veut dire que la tension était un peu moins forte, ce qui nous permet notamment d'avoir des professionnels de Bourg-Saint-Maurice qui ont été mobilisés sur Albertville-Moutier pour aider les équipes d'Albertville qui, elles, étaient plus sous pression, sous tension ces jours-ci. Ça veut dire que c'est le bassin chambérien essentiellement qui fait circuler... Clairement, enfin, quand on regarde la carte, alors il y a le site de Santé publique France, un Géodèche, qui vous permet d'avoir des données relativement précises. On voit qu'il y a quand même une très grosse circulation à plus de 1000 sur le bassin chambérien, le bassin aixois, l'avant-pays savoyard. Albertville circule aussi beaucoup et les bouts de vallée sont pour l'instant un petit peu moins impactés. Mais quand vous regardez les couleurs sur cette carte, globalement, on n'a pas beaucoup de zones qui ne soient pas touchées en Savoie. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement un effet métropole. On a vraiment aujourd'hui un maillage sur l'ensemble du département. Et je pense que quand on vous demandait aux Savoyards aujourd'hui où qu'ils soient, ils connaissent tous quelqu'un aujourd'hui qui a eu la Covid. Ce qui n'était pas le cas la première vague. Première vague, les gens, on a été heureusement pas trop impactés, et les gens connaissaient peu de gens qui avaient été hospitalisés pour ça. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui, tout le monde connaît une personne qui l'a eu, une personne qui a été hospitalisée. C'est maintenant vraiment monnaie courante. Il y a eu beaucoup de cas dans les EHPAD il y a quelques semaines. Est-ce que c'est toujours compliqué là-bas? Est-ce que c'est de là finalement qu'est parti le pic aussi en Savoie? Parce qu'après les contaminations se sont transmises dans les familles. C'est lié? Il y a 2 questions différentes. Premièrement, d'abord sur la situation des EHPAD. Effectivement, aujourd'hui, quand on a une épidémie qui se déclenche, il y a un temps de latence de 15 jours. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, effectivement, on a parlé d'un certain nombre de clusters dans des EHPAD. Ces clusters sont encore en activité aujourd'hui et c'est vrai qu'on constate sur beaucoup d'établissements, et pas simplement hospitaliers, des cas de contamination. Je ne sais pas si je dois faire Dr Ojo sur répondre à la deuxième partie de la question, c'est est-ce que c'est parti de là? Donc tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement une partie en tout cas de cette épidémie, telle qu'on peut l'analyser à notre niveau, est du fait du non-respect des règles de visite pendant les visites par un certain nombre de familles. Pas par toutes, évidemment pas par toutes, mais par certaines familles. C'est pour ça que pour le moment, on est obligé de maintenir l'interdiction de visite dans les EHPAD, non pas parce qu'on ne veut pas, et pas parce qu'on n'a pas évidemment pris en compte la situation délicate de nos résidents, bien au contraire, parce que les conditions ne sont pas réunies pour
pour que le personnel s'assure et fasse respecter les conditions nécessaires à des visites en toute sécurité. Sur l'origine, clairement non, c'est-à-dire que ce virus a quand même un pouvoir de transmission extrêmement important. On voit dans les épidémies qu'on a dans les lieux confinés, type EHPAD, soins de suite, foyers d'accueil de personnes, qu'on peut arriver à des taux d'attaque de 50% des gens qui y sont et qui sont contaminés. Ce qui veut bien dire que c'est très transmissible. Deux, une fois qu'il y a ces épidémies-là, c'est des lieux qui, de toute façon, sur lesquels les visites sont limitées, voire fermées. Donc ce n'est pas des EHPAD que par l'épidémie en Savoie, c'est l'inverse. C'est qu'il y avait des cas en Savoie, les gens sont venus éventuellement avec la Covid rendre visite sans forcément mesure de précaution adaptée. Et c'est ça qui a mis le feu dans un certain nombre d'endroits. Mais c'est parce qu'il y avait déjà des cas ailleurs que ça a pu rentrer dans ces lieux de faiblesse. Et le taux de mortalité est... Hélas, oui, on sait que c'est une maladie quand elle touche des gens de plus de 80-90 ans en situation de faiblesse. C'est une maladie qui, globalement, dans les données OMS, on considère que c'est une maladie qui tue globalement 0,5%, dans 0,5% des cas. Mais au-delà de 80-85 ans, on est dans des taux de mortalité qui sont plutôt proches de 20%. Que font les cliniques par rapport à la saturation de l'hôpital? Vous êtes en connexion avec elles? On est en connexion avec elles depuis... On n'a jamais cessé la connexion depuis le mois de mars, depuis le mois de février. Donc aujourd'hui, il y a deux établissements privés MCO sur le territoire, la clinique Herbert sur Aix et puis Medipôle sur Chambéry. Pour ce qui est de la clinique Herbert aujourd'hui, elle a une activité extrêmement réduite. Elle continue pour la pratique des chirurgies nécessaires. Et par contre, c'est le personnel d'Herbert qui est venu travailler au sein du centre hospitalier Métropole Savoie pour remplacer les personnels absents. Donc aujourd'hui, tout le personnel d'Herbert est mobilisé soit pour faire l'activité de base chirurgicale nécessaire, soit pour être dans nos services. Pour ce qui est de Medipôle, il y a eu à la fois des personnels qui ont été mis à disposition, notamment des personnels qualifiés pour des lits de réanimation. Et également, ça a notamment été amplifié depuis hier pour recevoir des patients Covid. Et ils ont augmenté leur capacité en lit et ils prennent en charge maintenant des patients de médecine. Un point sur les ESAT et les foyers d'hébergement, vous avez quelques échos? Alors, ce n'est pas notre domaine de compétence. À aujourd'hui, peut-être plus largement le médico-social, puisqu'il y a effectivement à la fois les structures en charge du handicap, les structures de la petite enfance qui sont effectivement touchées et préoccupées par le virus. Tout ce que l'on sait, nous, à notre niveau, c'est que beaucoup d'établissements médico-sociaux ont des difficultés, les foyers d'hébergement et autres. Ça, pour le coup, effectivement, nous, aujourd'hui, on est moins en lien avec eux. Alors, on les rencontre tous les 15 jours pour leur donner des recommandations, mais c'est plus traité au niveau de l'Agence régionale de santé en termes de prise en charge. Vous parlez d'un pic début de semaine prochaine, c'est ça? Vous espérez le pic début de semaine prochaine? Si on est sur la logique épidémiologique, normalement, quand il y a un confinement, enfin, quand je dis normalement, il n'y a aucune normalité, pardon, mais si on veut se projeter, il y a 7 à 10 jours à peu près pour voir un effet. Donc si le confinement marche, à partir du moment où le confinement il a été mis en place fin de semaine dernière, on peut cibler un maximum d'ici lundi. Mais il faut effectivement que les chiffres puissent confirmer que le confinement marche bien, qu'il est bien respecté. Notre appel, vous l'avez bien compris aujourd'hui, à un respect vraiment du cadre qui est fixé. Si tout va bien, si c'est le cas, effectivement, on aura un arrêt des contaminations, une baisse des contaminations. Mais une baisse des contaminations, ça ne veut pas dire une baisse des hospitalisations. Parce qu'une personne qui se contamine, elle peut avoir 7 à 10 jours ensuite un besoin d'hospitalisation. Donc ça nous amène, nous, au niveau hospitalier, à maintenir une tension pendant à minima 15 jours, si effectivement, lundi, les chiffres commencent à baisser. Donc on verra sur le taux d'incidence qui baisse encore. Le meilleur marqueur, c'est en effet le nombre de nouvelles personnes dépistées. Encore faut-il que les gens symptomatiques, j'insiste là-dessus, puissent se faire tester et accès aux tests, parce qu'un des risques serait un système de saturation et qu'on n'ait pas une réelle photographie de ce qui se passe. Et actuellement, on est très vigilant là-dessus pour vraiment essayer. Il faut vraiment insister pour dire que les gens symptomatiques, même si c'est compliqué, doivent continuer à être testés pour réellement qu'on voit comment les choses évoluent. Et après, dans ce que dit M. Chambaz, il faut bien comprendre qu'un malade contaminé va passer en réanimation globalement plutôt 10 à 15 jours après sa contamination. Donc, je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui va se répercuter sur la réanimation dans 15 jours. Donc, aujourd'hui,
On est dans un taux qui continue à monter. On va voir un petit peu comment ça se passe dans les jours qui viennent. Donc comme on est très haut, le temps que ça descende, c'est une maladie infectieuse. Donc plus vous avez de cas, plus vous avez de cas. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive vraiment à mettre un frein, vraiment, c'est le signal d'alarme là-dessus qu'il faut vraiment tirer, puisqu'il faut vraiment mettre un frein complet et très rapide si on veut arriver à pouvoir y faire face dans les jours ou semaines qui viennent. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous préconiseriez des mesures plus restrictives les lycées, les écoles, les collèges, fermés comme au premier confinement Je sais pas, Emmanuel, si tu veux répondre. Merci. Les mesures plus restrictives, elles seront nécessaires si on continue à évoluer dans ce sens-là. On ne pourra pas tenir à ce rythme-là plusieurs semaines d'affilée. Néanmoins, si on a les moyens d'éviter d'y arriver. Les mesures, elles sont efficaces uniquement si elles sont appliquées. Je pense que beaucoup de concitoyens ont l'impression que ce qu'on leur demande de faire, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas tout simplement parce que ça n'est pas parfaitement appliqué. C'est vrai que c'est ça qui est compliqué. C'est appliquer au quotidien, tout le temps, ces mesures et protéger les personnes les plus vulnérables autour de soi. Notamment quand on est en bonne santé, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas grave d'attraper le coronavirus. Par contre, ça peut être gravissime de le transmettre à quelqu'un qui est fragile autour de soi. Et donc, dans ce sens-là, il faut absolument respecter le confinement et ne pas transmettre aux personnes autour de soi. Les lycéens, les collégiens ont sans doute été en partie responsables de l'amplification du nombre de cas de ces dernières semaines. Mais si ces personnes-là ne transmettent pas aux personnes les plus fragiles, dont on a parlé tout à l'heure, tout l'enjeu, encore une fois, c'est qu'ils ne transmettent pas à leurs parents, à leurs grands-parents. Et donc on espère bien ne pas avoir à augmenter la dureté des mesures. Est-ce que vous attendez, vous parliez des tests antigéniques, puisque je crois qu'il y a des pharmacies à Chambéry qui commencent à s'équiper, le département va en acheter pas mal là pour préparer la saison d'hiver. Vous attendez, ça peut être un plus, disons, pour enrayer l'épidémie? Les tests antigéniques, c'est forcément une arme supplémentaire pour identifier les personnes malades. C'est pas non plus la panacée, c'est moins performant que nos PCR qu'on utilise actuellement. Le problème des PCR, c'est que c'est très technique et donc forcément le volume qu'on peut faire est limité. Donc on rajoute là une arme supplémentaire pour identifier les personnes malades et donc leur permettre de s'isoler et d'éviter de transmettre. Donc c'est vrai que ça va être un outil complémentaire pour nos collègues en dehors de l'hôpital notamment, pour des dépistages un peu de masse éventuellement dans certaines structures par exemple, mais ça n'est pas non plus la solution miraculeuse pour mettre fin à l'épidémie. Allez-y, on est là pour ça. Certains médecins disent par rapport à la première vague, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait mieux éviter les formes graves en réanimation avec certains traitements. C'est vrai ça? On sait mieux prendre à temps, on sait mieux utiliser l'oxygène. Alors, je n'y connais strictement rien. Mais est-ce que c'est effectivement, par rapport à mars, vous connaissez un peu mieux la maladie et savoir éviter certaines aggravations? On est indiscutablement meilleur. Sans ça, on aurait déjà saturé nos capacités de réanimation depuis plusieurs jours. On a notamment grâce à la corticothérapie, le médicament qui s'appelle dexaméthasone ou les apparentés qu'on utilise maintenant de manière routinière chez les patients sous oxygène, clairement limiter le risque d'aggravation, d'éviter ainsi de devoir aller en réanimation. On peut estimer grosso modo que c'est un bénéfice en termes de mortalité qui est de 20 à 30%, donc qui est très significatif. Par ailleurs, on prend aussi mieux en charge les patients, par exemple pour leur éviter de faire des caillots au niveau des veines, ce qu'on appelle des embolies pulmonaires ou des phlébites. Donc oui, indiscutablement, on soigne mieux les malades. Pour autant, on a un nombre de morts qui s'accroît. C'est maintenant plusieurs dizaines de morts chaque semaine en Savoie liées à la Covid. Donc même si on a beaucoup progressé, le nombre de patients qui décèdent devient de plus en plus important chaque semaine. Vous avez parlé de redéploiement tout à l'heure des différents soignants professionnels, etc. Vous l'avez peut-être évoqué, si jamais j'ai loupé, en termes de recrutement. Est-ce qu'il y a eu des recrutements chez les soignants, chez les non-soignants? On sait la difficulté de recrutement, donc est-ce qu'on peut faire un petit peu Aujourd'hui, la difficulté sur le terrain, c'est que
on manque de personnel en règle générale. C'est-à-dire qu'on manque pas de postes, les postes ils sont ouverts, mais on n'a pas forcément les personnes pour les occuper. C'est d'autant plus vrai dans cette phase de crise où on a aussi des personnels qui sont malades. Donc aujourd'hui, les mesures, on a recouru à des mesures en interne, c'est-à-dire des évolutions d'organisation pour mieux répartir le temps soignant, des paiements d'heures supplémentaires, donc compter sur les personnels présents. Puis on a aussi rappelé des personnels à la retraite depuis peu. On a aussi des bénévoles qui pourront être sollicités. Il y a les élèves infirmiers qu'on a mobilisés depuis maintenant une dizaine de jours dans le cadre d'une période spécifique de leur stage. Donc on a essayé aussi de recourir aux ressources externes. L'intérim auquel on a recours habituellement répond peu dans cette période puisqu'il y a une mobilisation de toutes les forces, mais on continue de toute façon à solliciter l'intérim pour essayer de faire face. Donc on a vraiment utilisé toutes les capacités qu'on a et puis aussi travailler entre les différents établissements, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Saint-Maurice par exemple, a un peu moins d'activité, prête du personnel à Albertville-Moutier parce qu'il y a plus d'activité. La clinique Herbert, c'est pareil pour le CHMS. Donc c'est vraiment à chaque fois d'essayer de voir territorialement ce qu'on peut faire. Et puis il y a aussi les professionnels libéraux avec lesquels on travaille, qui peuvent, notamment les infirmières libérales, qui sont sur un point de prélèvement au sein de l'hôpital pour délester une partie de l'activité. Donc on a vraiment utilisé toutes les capacités qu'on avait pour le moment. C'est bon, d'autres questions? Super. Merci à vous. C'est des demandes complémentaires?